Viens avec moi. Un jeune millionnaire a vu une petite fille endormie à un arrêt de bus. Ce qu'il a fait le lendemain a changé leur vie à jamais. La neige tombait drue et silencieusement sur Chicago cette nuit-là, recouvrant la ville d'un voile blanc. Le vent hurlait entre les bâtiments, apportant ce genre de froid qui s'infiltre à travers les vêtements, la peau et jusqu'aux os. Miguel Ramirez, 32 ans, sortait d'une tour de verre sur Michigan Avenue, encore sous le poids d'une longue et tendue réunion d'affaires. Connu comme le plus jeune PDG à dominer le monde de la finance, il avait bâti son empire avec précision, chiffres et un détachement émotionnel absolu. Mais quelque chose en lui, cette nuit-là, rejeta la chaleur de la voiture de luxe qui l'attendait sur le trottoir. Il fit signe à son chauffeur de partir et se mit à marcher, laissant l'air glacial lui éclairer l'esprit. Alors qu'il s'engageait dans une rue calme près de son hôtel, le crissement de la neige sous ses chaussures de cuir cessa lorsque la lumière vacillante d'un vieux lampadaire attira son attention. Une petite silhouette solitaire était recroquevillée sur un banc métallique, sous la faible lueur jaune d'un arrêt de bus. Il s'approcha. C'était une petite fille. Miguel était agenouillé près du banc, son souffle perçant dans l'air glacé. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Elle était emmitouflée dans un manteau trop grand et usé, sous lequel ne se trouvait qu'une fine robe de coton. Ses cheveux étaient emmêlés. Ses joues étaient rouges et crevassées par le froid. Ses lèvres commençaient à bleuir. Elle dormait, ou du moins essayait de dormir. Une alarme retentit en lui. Sans hésiter, il lui toucha doucement l'épaule. « Tu as un endroit où aller ?» demanda-t-il doucement. « Il gèle ici. Viens avec moi. Je t'emmène au chaud. » La jeune fille remua. Elle ouvrit ses grands yeux clairs et calmes. Elle le regarda sans peur, sans surprise, seulement avec une confiance silencieuse. « Ma maman est allée chercher à manger, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Mais je n'ai pas peur. Tu es là maintenant. Tu es le miracle, n'est-ce pas ?» Miguel se figea. Ce mot au miracle le bouleversa. Elle le prononça comme si c'était un fait avéré, comme si elle l'attendait. Il ne savait pas quoi dire. Dans son monde, la foi n'avait aucune importance. Seuls les résultats comptaient. Et pourtant, à cet instant, ce seul mot prononcé par un enfant couvert de givre le toucha plus profondément que n'importe quel investisseur. La jeune fille se redressa légèrement et sortit de son vieux sac à dos une photo froissée qu'elle tendit avec précaution. « Voici ma maman, dit-elle. Elle m'a dit qu'elle serait de retour avant que la neige ne recouvre mes chaussures. Peux-tu attendre avec moi jusque-là ?» Miguel baissa les yeux. La neige s'accumulait déjà sur les bords en caoutchouc de ses petites chaussures. Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Sans un mot, il retira son épais manteau de laine et l'enroula délicatement autour de ses épaules. Elle s'y enfonça aussitôt, comme dans une couverture de nuages. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il après un long silence. « Lucia » répondit-elle en se blottissant davantage dans la chaleur. Il hocha la tête, ne sachant que dire d'autre. Elle baissa les yeux vers ses pieds. « Ma mère et moi dormons parfois ici » a-t-elle ajouté. « Ce n'est pas si mal. La lumière m'aide à dormir. » Miguel regarda autour de lui. Pas de mer. Personne. Juste du vent et un silence glacial. Il pensa appeler quelqu'un, un refuge, la police, n'importe qui. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle. Il ne savait pas combien de temps il était resté dans ce froid glacial, sans son manteau, le vent transperçant son costume. Mais Lucia semblait se calmer à ses côtés, comme si sa présence réchauffait le banc. « Tu crois vraiment que je suis un miracle ?» demanda-t-il enfin, sa voix à peine plus forte que le vent. Lucia hocha lentement la tête. « Ma mère dit que les miracles sont des gens qui se présentent quand personne d'autre ne le fait. » Miguel fixait la neige qui tombait droit devant lui. Son souffle était saccadé. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose fondre en lui et la glace qu'il avait construite autour de son cœur commençait à se fissurer. Et ainsi ils étaient assis là, juste un homme et une petite fille attendant sous la neige, sans savoir que dans quelques minutes la mère de Lucia reviendrait et que rien dans leur vie ne serait plus jamais comme avant. Abba resserra son foulard autour de son visage tandis que le vent soufflait dans l'allée près de la cuisine communautaire. La neige collait à ses cils. Ses doigts étaient engourdis et le petit sac en papier qu'elle portait était déjà humide. À l'intérieur se trouvaient 2 boîtes de riz chaud et un morceau de pain, le dîner pour elle et Lucia. Elle marchait vite, chaque pas pesant de fatigue. Elle était sortie plus longtemps que d'habitude.
La file d'attente à la cuisine faisait le tour du pâté de maison, et lorsqu'elle arriva, les bénévoles étaient déjà en train de ranger leurs affaires. Pourtant, elle souriait, toujours polie, toujours reconnaissante de ce qu'ils pouvaient donner. C'était la règle qu'elle suivait, ne jamais supplier. Ne jamais exiger. Juste survivre. Abba avait 28 ans. Autrefois, elle était une rêveuse discrète, passionnée de cuisine et dotée d'un palais délicat. Elle avait travaillé comme chef dans un petit restaurant de quartier jusqu'à sa fermeture forcée par la pandémie. Puis sont arrivées les factures impayées, l'expulsion et la dure réalité, même le travail acharné ne suffisait pas à vous sortir de la rue. Désormais, elle n'était plus qu'une mère. Une mère qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour protéger sa fille dans un monde où elle n'avait plus sa place. Elle accéléra le pas en atteignant le pâté de maison où se trouvait l'ancien arrêt de bus, un endroit qu'elle avait soigneusement choisi près d'un hôpital, avec des lumières de patrouille, des caméras de sécurité et un abri à proximité où elle pouvait parfois utiliser une salle de bain ou obtenir une couverture. Le banc était partiellement recouvert de neige et offrait juste assez d'espace pour que Lucia puisse se recroqueviller et dormir. Mais cette nuit-là, alors qu'elle tournait au coin de la rue, Abba se figea. Il y avait quelqu'un là. Un homme était assis à côté de Lucia sur le banc. Il ne la touchait pas, mais il était tout près ou trop près. Son manteau, un de ces manteaux de laine épaisse et coûteux, enveloppait son petit corps. Lucia était réveillée, assise, ses petites mains repliées dans les manches du manteau, écoutant attentivement. Il parlait doucement, racontant peut-être une histoire. Sa voix était basse, chaude, posée presque comme une berceuse. Le cœur d'Abba se serra. Elle laissa tomber le sac, courut vers eux et prit sa fille dans ses bras. Lucia cria, la voix brisée par la panique. Abba la serra fort, la protégeant. L'homme se leva vivement, mais ne s'approcha pas. Il leva aussitôt les mains, paumes ouvertes. Je ne voulais pas lui faire de mal, dit-il calmement. Je me suis juste assis avec elle. Elle était seule et avait froid. Abba recula, les yeux rivés sur le visage de l'homme. Rasé de près. Jeune. Sérieux. Un inconnu. Elle ne voyait aucune malveillance en lui, mais elle ne lui faisait pas confiance non plus. Tu ne peux pas toucher l'enfant de quelqu'un simplement parce que tu la vois froide, dit-elle fermement, serrant plus fort Lucia. Je ne l'ai pas touchée, répondit-il doucement. Je lui ai donné mon manteau et je me suis assis à côté d'elle. Elle m'a dit que tu reviendrais. Je l'attendais. Lucia remua dans ses bras et sourit d'un air endormi. Mamie, il est gentil, dit-elle. Il est resté avec moi. Il est chaud comme du chocolat. Abba baissa les yeux vers sa fille. Sa peau n'était plus aussi pâle. Elle ne tremblait plus. Elle se tourna vers l'homme, la voix toujours tendue. Qui es-tu? Je m'appelle Miguel, dit-il. Je passais juste par là. C'est tout. Il n'essaya pas de récupérer son manteau. Il resta planté là, dans sa chemise trempée, la neige s'accumulant sur ses épaules, les mains toujours levées en signe de paix. Abba le regardait. Son regard était fixe, ni celui d'une menace ni celui d'un inconnu, juste fatigué. Fatigué comme elle. Fatigué comme elle, murmura-t-elle, sans toutefois aller au bout de sa pensée. Je peux partir si tu veux, proposa-t-il. Mais peut-être qu'elle pourrait garder le manteau. Juste pour ce soir. Abba baissa les yeux sur l'épaisse laine qui enveloppait Lucia, sur la façon dont sa fille s'était blottie dans sa chaleur comme si elle lui avait toujours appartenu. Elle expira lentement. Non, dit-elle enfin. Tu peux rester, pour l'instant. Mais ne tente rien. Je ne le ferai pas, répondit doucement Miguel. Je comprends. Il se rassit, gardant une distance respectueuse. Abba hésita, puis s'assit à son tour, serrant Lucia, protectrice, dans ses bras, qui dormaient blottis entre eux. La neige continuait de tomber. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis, presque à contre-cœur, Abba murmura, de temps en temps, on reste ici. C'est plus sûr qu'ailleurs. Miguel hocha la tête, sans insister davantage. Tu t'es vraiment assis avec elle, demanda-t-elle en lui jetant un regard de côté. Il soutint son regard. Aucun enfant ne devrait être aussi seul. Pas dans ce froid. Elle l'observa une seconde de plus, puis détourna le regard. Et pour la première fois depuis longtemps, Abba ne se sentit plus complètement seul sur ce banc. Ses bras se resserrèrent autour de Lucia, formant un bouclier silencieux entre son enfant et le monde.
Bien que sa voix se soit adoucie, sa posture restait tendue. Miguel, toujours assis à distance respectueuse sur le banc gelé, n'insista pas. Il attendit simplement. Calme. Silencieux. Présent. La neige continuait de tomber, recouvrant le trottoir d'un voile de silence. Au bout d'un moment, Abba le regarda à nouveau. « Merci, dit-elle prudemment. D'être resté. » Miguel hocha légèrement la tête. « Il n'y a rien à remercier. Je ne voulais juste pas qu'elle soit seule. » Abba baissa les yeux. « C'est gentil de ta part. Mais la gentillesse a toujours un prix. Je l'ai appris. »« Pas toujours, » dit doucement Miguel. Abba ne répondit pas. Ses bras se resserrèrent autour de Lucia, comme pour la protéger de quelque chose de plus que du froid. Miguel hésita, puis reprit la parole. « Je loge dans un hôtel à proximité. C'est chaud et propre. Vous et votre fille pourrez y passer la nuit. Juste une nuit. Vous serez plus en sécurité qu'ici. » Abba lui lança un regard noir, les yeux plissés. « Et après ? On se réveille avec une facture qu'on ne peut pas payer ou pire, avec une dette envers toi ? » Miguel n'a pas bronché. « Tu ne me devrais rien. » Abba émit un rire amer, à peine audible. C'est ce qu'ils disent tous. Mais rien n'est gratuit. Miguel ne protesta pas. Au lieu de cela, il baissa les yeux vers ses mains. Puis la regarda. Tu as raison d'être prudente. Je respecte ça. Il se tenait debout, enlevant la neige de ses manches. Il y a un motel économique à 4 rues d'ici. Personne ne vous dérangera là-bas. Je vous emmène. Je paierai la nuit anonymement. Ensuite, vous déciderez de la suite. Abba le fixa du regard. Pourquoi fais-tu ça? Parce que je peux. Et parce que je le veux, dit simplement Miguel. Cette réponse la laissa silencieuse. Finalement, elle hocha la tête. Juste pour ce soir. Il ne parla plus, hocha simplement la tête et attendit qu'Abba se lève, soulevant délicatement Lucia dans ses bras, son lourd manteau toujours enroulé autour d'elle comme un cocon. Ils parcoururent les 4 pâtés de maison en silence. Lucia, à moitié endormie, ne bougea qu'une fois. « Je l'aime bien, maman, » murmura-t-elle. Il réchauffe l'air. Au motel, Miguel s'approcha de la réception et organisa tout discrètement, demandant au réceptionniste de ne pas mentionner son nom. Puis il tendit une clé de chambre à Abba. « Tu seras en sécurité ici, » dit-il. Elle hocha la tête. « Merci. Vraiment. » Miguel se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Il sentit une légère traction sur sa manche. Baissant les yeux, il vit Lucia, les yeux écarquillés, sa voix à peine murmurée. « Reviendras-tu demain ? Je n'ai pas fini de te raconter l'histoire du miracle. » Miguel sentit une tension dans sa poitrine. Il s'accroupit à sa hauteur. « Je vais essayer, » dit-il doucement. « J'aimerais bien l'entendre. » Elle sourit, satisfaite, et courut vers sa mère. Miguel sortit dans la nuit. La neige tombait plus doucement, la ville baignait dans un silence blanc. Il resta là un moment, incertain de ce qu'il ressentait. Pendant des années, chacun de ses choix était guidé par la logique, la stratégie et les chiffres. Mais ce soir, il avait agi avec un autre objectif. Avec quelque chose en quoi il n'avait plus confiance depuis longtemps, son cœur. Et cela l'avait conduit à un étranger, à un enfant et à un miracle inachevé. Pour la première fois depuis des années, Miguel ne voulait pas partir. Le lendemain matin, Miguel était assis dans son bureau. Son café était froid depuis longtemps. Ses pensées n'étaient pas tournées vers les rapports trimestriels ni vers les réunions du conseil d'administration. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la femme et à l'enfant de la nuit précédente. Abba avait quelque chose de particulier. Quelque chose de discret mais de fort. Une force qui ne demandait pas d'attention, mais exigeait le respect. Elle avait toutes les raisons d'abandonner, de supplier, de s'effondrer sous le poids des circonstances. Mais elle ne l'a pas fait. Et Miguel ne pouvait s'empêcher de la voir, assise sur ce banc, les épaules droites face au vent, tenant sa fille comme un bouclier. Sans vraiment savoir pourquoi, il a décroché le téléphone et a appelé son assistant. « J'ai besoin d'une fouille discrète, » dit-il. Elle s'appelle Abba. Elle a une vingtaine d'années, peut-être la fin de la vingtaine. Elle a une fille nommée Lucia. Je crois qu'elle travaillait dans la restauration.
Pas d'implication policière. Rien d'intrusif. Juste, qui elle est. Son assistante ne posait pas de questions. Elle n'en posait jamais. Le même après-midi, un simple fichier est apparu dans sa boîte de réception. Abba Benitez. 28 ans. Ancien cuisinier dans un restaurant familial à la Villita. Fermé pendant la pandémie. Sans casier judiciaire. Une expulsion à son actif. Sans domicile fixe. Fréquemment vu dans les cuisines communautaires et les refuges de Pilsen. Elle avait mené une vie intègre. Et pourtant, le monde l'avait poussé à bout. Miguel ferma le dossier et se renversa sur sa chaise, silencieux. Ce soir-là, au lieu de retourner à son appartement, il s'est rendu à pied dans une cuisine communautaire du centre-ville, financée discrètement par la fondation de son entreprise. Il se tenait près de l'entrée, le col relevé, regardant à travers la vitre embuée. Abba travaillait. Vêtue d'un tablier emprunté et d'un pull trop grand, les cheveux attachés en désordre. Elle se déplaçait avec détermination, elle coupait des légumes, remuait une énorme marmite de ragoût, servait soigneusement les bols. Mais ce n'était pas seulement son talent qui retenait son attention. C'était sa grâce. Elle saluait chaque personne dans la file d'un hochement de tête ou d'un léger sourire. Elle se lavait les mains entre chaque pas. Elle servait tout le monde avant même de penser à elle. Plus tard dans la soirée, alors que les plateaux étaient vidés, que la cuisine commençait à se calmer, Abba s'assit un instant sur une boîte renversée, sirotant du thé tiède. Miguel finit par entrer, la surprenant. « Désolé, dit-il, je ne voulais pas vous interrompre. » Abba posa la tasse avec précaution, sans agressivité. « Que faites-vous ici ? » « Je soutiens cet endroit, » répondit-il simplement d'un ton discret. « Je voulais voir comment ça marche. » Elle haussa un sourcil. « En avez-vous assez vu ? » Miguel hésita, puis ajouta, « Vous êtes doué. »« Je cuisinais, » répondit-elle. « Avant tout ça. » Il proposa gentiment, « Je pourrais aider. Peut-être une petite allocation, quelque chose d'officiel. Rien de gros, juste de la régularité. » Abba secoua la tête. « Je ne cherche pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Miguel. « C'est de la reconnaissance. » Elle l'observa longuement et finit par hocher la tête. « Je cuisinerai, mais à mes conditions. » Cette nuit-là, elle resta tard à préparer le lendemain. Miguel s'attarda à proximité, feignant de consulter son téléphone, mais en réalité, il la regardait simplement. Cela le réconfortait, comme voir quelqu'un remettre de l'ordre dans le chaos, un ragoût bouillonnant après l'autre. Lorsqu'elle sortit enfin par la porte de derrière, Miguel la suivit de loin. Elle ne se dirigea pas directement vers le motel. Elle parcourut 2 pâtés de maison, tourna au coin d'une rue et s'approcha d'une silhouette voûtée dans une ruelle, un homme âgé et frêle grelottant sous une couverture déchirée. Abba s'agenouilla près de lui, murmura quelque chose que Miguel ne put entendre et sortit de son sac un petit récipient où les restes du dîner. Elle le lui mit dans les mains, puis, sans hésiter, retira son manteau et le drapa sur ses épaules. Miguel s'arrêta, à moitié caché par la neige, et observa. « Personne ne devrait mourir de froid, » murmura-t-elle. Le vent emporta le reste. Le cœur de Miguel se serra. Cet acte de compassion discret, plus puissant que tous les investissements qu'il avait faits, lui montra clairement qu'Abba n'avait pas besoin d'un sauveur, mais d'une opportunité. Et pour la première fois, Miguel comprit qu'il avait plus à offrir que de l'argent. « Il n'y a même pas eu d'erreur, » murmura Abba en ajustant le manteau sur le dos de l'homme. Miguel ne dit rien. Il ne bougea pas. Il la regarda simplement, la tendresse dans sa voix, la certitude dans ses actions, l'humanité inébranlable qu'elle offrait si naturellement. À cet instant, pour la première fois depuis des années, Miguel pensa à sa mère. Elle avait été infirmière douce, altruiste, toujours la première à s'asseoir auprès du patient que personne ne voulait toucher. Elle était morte trop jeune. Mais maintenant, ici même, dans une rue enneigée, Miguel voyait ce même esprit se refléter dans une femme agenouillée près d'un homme oublié. Abba ignorait qu'on l'observait. Et Miguel savait qu'il ne pouvait plus se taire. Il était venu par curiosité. Mais maintenant, c'était autre chose, où il était ému, transformé. L'hiver s'intensifiait en ville, mais Miguel se retrouva confronté au froid plus que jamais. Tout commença par un après-midi ordinaire. Abba emballait les restes de repas de la cuisine communautaire dans des boîtes en papier lorsque Miguel s'approcha et lui proposa doucement, « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Elle hésita,
incertaine de son sérieux. Pour livrer ça, ajouta-t-il en soulevant délicatement un des sacs. Abba le regarda un instant, puis lui tendit une boîte. Tu auras besoin de gants, et peut-être d'un peu d'humilité. À partir de ce soir-là, ce fut un rituel. Chaque soir, après la fermeture de la cuisine, ils apportaient de petits repas et parcouraient ensemble les ruelles, les bouches de métro et les recoins oubliés de la ville ou des endroits où l'on dormait sous les escaliers et les portes. Nombre de ceux qu'ils servaient avaient trop honte ou peur d'entrer dans la cuisine, mais Abba les trouva et Miguel la suivit. Il la regarda s'agenouiller dans la neige ou la boue sans hésitation, offrant sa nourriture des deux mains, toujours regardant la personne dans les yeux, toujours disant « merci ». Même en donnant, elle offrait de la dignité, pas de la pitié. Un soir, alors qu'il marchait dans une ruelle étroite, Miguel finit par demander « Pourquoi les regardes-tu toujours comme ça, même s'ils ne te regardent pas ?» Abba s'arrêta. « Parce que quelqu'un doit le faire, dit-elle. Je veux qu'ils sachent que je les vois. Qu'ils sont toujours humains. » Miguel ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, sentant un respect plus profond et plus discret grandir en lui. Au fil du temps, leurs conversations devinrent plus personnelles. Un soir, en rentrant au motel, Abba raconta son enfance, un père absent, une mère cumulant 3 emplois, un petit appartement qui sentait toujours la soupe. J'ai été invisible presque toute ma vie, dit-elle simplement. C'est peut-être pour ça que je remarque les gens que personne d'autre ne voit. Avec une certaine hésitation, Miguel parla de son propre passé, la perte de sa mère à 12 ans, comment le monde lui avait appris à être vif, rapide et efficace, et comment, au fil du temps, il avait troqué la tendresse contre la stratégie. Il évoquait sa réussite sur un ton si distant qu'on aurait dit quelqu'un lisant le CV d'un inconnu. Tu as bâti un empire, dit Abba doucement. Mais peut-être avais-tu besoin d'un chez-toi. Ils n'attendirent pas longtemps pour partager leur premier vrai fou rire. Dans la cuisine lumineuse, en lavant les plateaux et en nettoyant les tables, Miguel éclaboussa accidentellement d'eau partout. Abba poussa un cri aigu et lui jeta une serviette. Lucia, assise à côté de lui avec des crayons, éclata de rire. Tu es nul pour le ménage, dit Abba en riant. C'est choquant, je sais, répondit Miguel avec un sourire. Je ne nettoie que les craques boursiers. Ce soir-là, en sortant, Lucia le serra fort dans ses bras. Bonne nuit, monsieur Bonhomme de Neige. Bonhomme de Neige, demanda Miguel, amusé. Lucia esquissa un large sourire. Parce que tu es venu avec la neige et que tu apportes toujours des bonbons à la menthe. Il fouilla dans sa poche et lui tendit un bonbon à la menthe. Alors, je suppose que je vais devoir faire honneur à mon nom. Ce que Miguel ne dit ni à Abba ni à Lucia, c'est ce qu'il avait fait ce matin-là. En examinant les rapports immobiliers pour la branche philanthropique de son entreprise, il était tombé sur un petit café à vendre au cœur de Pilsen modeste, bien construit. Le genre d'endroit qui sent le pain frais et qui résonne comme des histoires autour d'une soupe chaude. Sans tambour ni trompette, il l'acheta au nom de la fondation. Ce soir-là, tandis qu'Abba parlait du manque de cuisiner vraiment et pas seulement de servir du ragoût, il l'imagina là-bas. Elle et Lucia. Un fourneau allumé avec intention, un menu manuscrit sur un tableau noir, le tintement des assiettes, les rires et les secondes chances. Il ne dit rien, mais au fond de lui, la vision était vivante. Et elle avait déjà un nom, chez elle. C'était un après-midi ordinaire ou du moins, ça avait commencé comme ça. Abba était arrivé tôt à la cuisine pour préparer le dîner. Elle coupait des carottes au fond lorsqu'elle entendit la voix de Miguel au téléphone dans le couloir. Elle n'avait pas voulu l'écouter. Elle n'avait même pas bougé au début. Mais en entendant son nom, son corps se figea. « Nous avons finalisé l'achat, dit Miguel. La maison ouvrira à temps. Et oui, gardez tout au nom de la fondation. Inutile de mentionner le mien. Abba ne le sait pas encore. » Il y eut un silence. Puis la voix de l'assistante, plus basse mais claire, « Vous êtes sûr ? » C'est un investissement considérable, répondit Miguel sans hésiter. Elle le mérite. Le couteau dans la main d'Abba tomba sur la planche à découper. Elle sentit l'air quitter sa poitrine. Miguel Ramirez. Ce nom la frappa violemment. Bien sûr, elle l'avait déjà entendu dans les gros titres, dans l'admiration murmurée des bénévoles, sur la couverture d'un magazine économique qu'elle avait un jour feuilleté dans une salle d'attente. L'homme aux traits anguleux, au regard froid, et une entreprise milliardaire. Et il avait été là avec elle tous les jours silencieux, souriant, chaleureux, faisant la vaisselle, distribuant la nourriture allongée.
Elle sortit de la cuisine juste au moment où Miguel raccrochait. Leurs regards se croisèrent. Abba ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son visage pâlit. Abba, attends. Tu m'as menti, dit-elle d'une voix neutre mais tremblante. Je n'ai pas menti, dit-il rapidement. Je ne t'ai juste pas tout dit. Ce n'est pas mieux, l'interrompit-elle. Il s'avança vers elle. Je n'essayais pas de te tromper. Je voulais juste être honnête avec toi. Ni sur le titre, ni sur le nom. Elle secoua la tête. Ce n'est pas ton nom qui compte, Miguel. C'est pourquoi tu es venu. Pourquoi tu as aidé. Pourquoi tu es resté. Il ouvrit la bouche, mais Abba l'arrêta. Elle lui avait donné le sentiment d'être importante, d'avoir mérité sa place. Mais elle réalisait maintenant qu'elle n'avait été qu'un projet parmi d'autres. Une autre de ces petites donations discrètes. Non, dit Miguel d'une voix rauque. Tu as tort. Tu n'as jamais été un projet. Oui, c'est vrai, dit Abba en reculant. Tu peux me donner tout l'argent du monde, mais ne me prive pas de ma dignité. Ne prétends pas que j'ai besoin de toi pour survivre. Ces paroles le touchèrent plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Avant qu'il puisse répondre, elle s'était déjà retournée, avait ôté son tablier et était sortie. Miguel resta un long moment debout dans la cuisine vide. Les bruits autour de lui le cliquetis des casseroles, le bourdonnement sourd du réfrigérateur devinrent lointains, presque irréels. Elle était partie, et il avait l'impression que quelque chose d'essentiel lui avait été arraché de la poitrine. Ce soir-là, il retourna dans son appartement-terrasse. Un espace rempli de tout ce que l'argent pouvait offrir, des fenêtres imposantes, des meubles design, une vue panoramique. Mais il ne l'avait jamais ressenti aussi vide. Le silence n'apportait plus la paix, il étouffait. Pendant les 3 jours suivants, Miguel erra dans son bureau comme un fantôme. Son équipe le remarqua. Les emails restèrent sans réponse. Les réunions furent annulées. Il cessa de répondre aux appels. Et chaque matin, il empruntait le même chemin, passant devant l'arrêt de bus où il l'avait vu pour la première fois. Espérant. Cherchant. Cette petite silhouette emmitouflée dans un manteau trop grand. Mais elle n'était jamais là. Il passa lui aussi devant la cuisine, se tenant dehors juste pour écouter. Il n'y avait plus de rire. Plus de chaleur. Plus d'Abba. Il essayait de se convaincre que tout cela n'avait été qu'une question d'aide. De bien faire. De logement et de nourriture. Mais au fond, il savait que ce n'était plus vrai. Il n'était pas resté toutes ces nuits par charité. Il ne l'avait pas observé en silence pour se sentir utile. Il était resté parce que quelque chose dans sa force tranquille l'avait ancré. Il était tombé amoureux sans même s'en rendre compte. Et maintenant qu'elle était partie, tout ce qui avait autrefois façonné sa vie, les affaires, les contrats, les chiffres n'étaient plus qu'un bruit sourd. Un après-midi, il emporta le même sac de restes de repas et parcourut le chemin qu'ils avaient l'habitude d'emprunter ensemble. Ruelle familière, coin gelé, les marches de la vieille église où Abba avait l'habitude de laisser des couvertures. Il ne trouva personne. Au dernier arrêt, la rue la plus calme de toutes, il se tenait sous un lampadaire vacillant. Le vent transperçait son manteau comme du papier. La neige tourbillonnait dans la lumière comme de la poussière en suspension. Il ferma les yeux et se souvint de sa voix. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves. J'ai juste besoin de me sentir humaine. » Miguel ouvrit lentement les yeux et murmura, « À personne, je ne l'ai pas sauvé. » Il leva les yeux vers le ciel, la neige s'accumulant sur ses cils. « Elle m'a sauvé. » Ce n'était pas son besoin qui l'avait transformé, mais son refus de se laisser définir par lui. Sa fierté discrète. Ses petits gestes d'attention constants. Il était tombé amoureux non pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Et il avait besoin d'elle. Il avait besoin de l'écho de son rire dans la cuisine. Il avait besoin des câlins à la menthe poivrée de Lucia. Il avait besoin de la façon dont Abba regardait les gens comme s'ils comptaient encore, même quand le monde les avait oubliés depuis longtemps. Miguel Ramirez, l'homme qui avait tout, savait désormais ce que signifiait manquer quelque chose si profondément que cela faisait mal comme un écho. La cuisine bourdonnait du léger claquement des cuillères et du murmure des conversations tandis que les bénévoles préparaient les derniers repas de la soirée. Mais lorsque Miguel franchit la porte ce soir-là, tout sembla s'arrêter. Il ne parla pas. Il ne demanda pas la permission.
Il se dirigea simplement vers le fond de la pièce et s'assit sur le même banc où il avait un jour goûté sa cuisine à ses côtés. L'air sentait le gingembre et le bouillon. Une odeur inachevée, la vraie chaleur. Autour de lui, personne ne disait mot. Tout le monde savait qui il était, mais cela n'avait aucune importance. Ce soir-là, il n'était ni le PDG, ni la couverture du magazine, ni le philanthrope silencieux. C'était juste un homme qui attendait quelqu'un. Les minutes passèrent. Puis Abba apparut. Elle arriva de derrière, un bol fumant à la main. Ses cheveux étaient lâchement attachés, quelques mèches retombant autour de son visage. Elle marchait lentement, le regard fixé sur lui, indéchiffrable. Elle posa le bol sur le comptoir devant lui. Sans un salut. Sans un sourire. Mange. J'ai ajouté du gingembre. Il fait froid dehors. Miguel leva les yeux et croisa son regard. Il tendit la main vers la cuillère, mais s'arrêta. Je ne sais pas quand ça a commencé, dit-il doucement. C'était peut-être la nuit où je t'ai vu donner ton dernier bol de soupe à quelqu'un qui ne pouvait même pas te regarder dans les yeux. Ou peut-être quand tu as ri alors que je savais que tu n'avais pas dormi. Il s'arrêta, les yeux fixés sur les siens. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de venir ici pour aider. Je suis venu parce que j'avais besoin de toi. Abba ne répondit pas, mais ses lèvres tremblèrent légèrement. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises. Miguel continua, la voix ferme mais basse. Je ne sais pas comment désirer des choses que je ne peux pas contrôler. Mais je sais une chose, rien n'a bon goût si on ne le cuisine pas. Elle détourna le regard un instant, puis croisa à nouveau son regard. Alors ne pars plus, dit-elle doucement. Je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un qui fasse des miracles. J'avais juste besoin de quelqu'un qui reste. Surtout quand c'est dur. Miguel se leva lentement, fit un pas en avant et murmura, je vais rester. Pas par culpabilité. Pas pour sauver qui que ce soit. Mais parce que tu es la seule chose qui me manquait, je ne le savais pas. Il posa doucement sa main sur le bord du comptoir entre eux. Pour la première fois de ma vie, a-t-il déclaré, j'ai un endroit où revenir. Abba ne répondit pas. Elle posa simplement sa main sur la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Depuis la porte, Lucia jeta un coup d'œil, un sourire illuminant son visage tandis qu'elle murmurait, je te l'avais dit, mamie. Il reviendrait. Le bol de soupe restait intact sur le comptoir, sa vapeur tourbillonnant entre eux en douces volutes. Mais à cet instant, aucun d'eux n'avait besoin de nourriture pour se sentir rassasié. Un an plus tard, la neige tombait à nouveau sur Chicago. Mais cette fois, elle était différente. Plus douce. Plus douce. À la limite de la ville, entre les vieux bâtiments et les nouveaux commencements, se trouvait leur maison. Une communauté unique en son genre, construite non seulement avec des briques récupérées, mais aussi avec un espoir retrouvé. Elle n'offrait pas seulement un abri. Elle offrait un nouveau départ. À l'intérieur de ces murs, le « chez soi » avait été redéfini. On y trouvait désormais une cuisine commune dynamique, une salle de classe pour ateliers professionnels, des jardins partagés fleuris, un coin lecture chaleureux et un parc où les rires des enfants résonnaient comme des cloches au printemps. Et au cœur de tout cela se trouvait Abba. Autrefois cuisinière bénévole, aujourd'hui chef et directrice de l'ensemble du programme, elle se déplaçait en cuisine avec la même grâce que d'habitude, mais portait désormais un tablier brodé à son nom. Plus d'emprunt. Une véritable équipe la soutenait, et une vision claire s'offrait à elle. Lucia, aujourd'hui âgée de 5 ans, portait une écharpe jaune vif sur laquelle était inscrit « Ambassadrice du sourire ». Elle prenait ce titre au sérieux, accueillant chaque visiteur, bénévole et résident avec son rire contagieux et une poignée de bonbons à l'amande poivrée. Le jour de l'ouverture, la petite salle communautaire était bondée. Donateurs, partenaires, anciens résidents du refuge et familles qui avaient autrefois élu domicile dans cette rue étaient tous réunis. Miguel est monté sur scène pour prononcer un discours. Il portait un manteau de laine, sans cravate, et une simple chemise. Son regard scrutait la foule. Au moment où il s'approchait du microphone, un tourbillon d'énergie a traversé le rideau latéral. « Chauve-souris » cria Lucia en courant sur scène avec un micro jouet qu'elle avait insisté pour apporter. La foule rigolait doucement. Lucia se tenait fièrement à côté de Miguel, faisait face au public et déclarait « C'est mon père ». « Ce n'est pas un miracle », a-t-elle ajouté. Tout le monde le dit. Mais non. Miguel cligna des yeux,
amusé et légèrement abasourdi. Lucia continua, sa voix étonnamment claire et stable pour quelqu'un d'aussi petit. C'est mon père maintenant. Je l'ai demandé il y a longtemps. Et il est venu. La salle s'emplit de rires légers, d'applaudissements chaleureux et de plus d'une larme discrète. Du côté de la scène, Abba observait, une main sur la bouche et l'autre sur le cœur, les yeux brillants dans la douce lumière de la salle. Miguel se tourna vers Lucia, s'agenouilla près d'elle et murmura, « Tu sais quoi, ma petite ? Je crois que je t'ai aussi demandé. » Le reste de la soirée fut empli de joie. On dansait, on racontait des histoires, on se tenait la main. Et lorsque le silence de minuit arriva enfin, tous trois retournèrent au petit cottage près du jardin. Une maison avec du parquet, des étagères remplies d'histoires, des pots à épices alignés, et la chaleur d'un bien mérité, non d'un bien donné. C'était la veille de Noël. Dans la cuisine, Abba découpait une tarte aux pommes épicées tandis que Lucia était agenouillée sur le rebord de la fenêtre, les yeux scrutant le ciel à la recherche de lanternes. Miguel se tenait à proximité, une tasse chaude à la main, et les observait avec une expression qui exprimait plus que de la gratitude. Elle était apaisée. À l'extérieur, des lanternes en papier flottaient dans le ciel nocturne depuis le centre communautaire, chacune portant un souhait, griffonné en écriture cursive tremblante et au crayon coloré. « Je crois que c'est à moi », dit Lucia en désignant une lanterne qui s'élevait lentement. « J'aurais aimé plus de câlins. » Miguel les entoura doucement de ses bras. Alors que la chaleur du four et l'odeur de cannelle les entouraient, Abba posa sa tête sur son épaule et murmura, « Nous avions l'habitude de souhaiter un miracle. » Miguel sourit tendrement, les yeux toujours levés vers le ciel. « Et il s'avère, dit-il en les serrant plus fort, que vous étiez tous les deux le miracle que je n'ai jamais osé demander. » Sous un ciel rempli de lanternes, de rires et d'une douce chute de neige, leur petite famille restait enveloppée de lumière. Pas seulement la lumière de la saison, mais quelque chose de plus profond, l'amour, la maison et un avenir enfin construit sur les deux. Si cette histoire vous a touché, vous n'êtes pas seul. Parfois, les miracles les plus puissants ne sont ni bruyants ni grandioses. Ce sont des actes de bonté discrets. Un bol de soupe. Un manteau partagé dans le froid. Une main tendue en silence. Elles vivent dans ceux qui choisissent de rester, qui aiment sans avoir besoin de secourir. Dans les histoires qui touchent l'âme, nous croyons à la beauté des moments authentiques, à l'espoir qui naît des épreuves et aux secondes chances qui transforment les vies. Si vous y croyez aussi, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez cette communauté de cœurs qui croient encore en la bonté, en la guérison et en des histoires qui nous rappellent qui nous sommes vraiment. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour toucher votre âme. Abonnez-vous maintenant et laissez la prochaine histoire vous trouver.